Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, continuez à réagir. GGO 8037, l'autre numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Notre invité ce matin à Bouakadalo est là, Cellou Dalein Diallo. Et là, je reviens. Et là, Cellou Dalein Diallo sur ces atermoiements de l'opposition du groupe des sept candidats face au professeur Alpha Condé. Et vous êtes allé d'atermoiement en atermoiement jusqu'au bout, jusqu'à cette réunion du vendredi 9 octobre. À la fin de la réunion, vous êtes décidé, connaissant quand même tous les inachèvements, comme aime le dire Tamba, vous êtes tout de même décidé à aller à cette élection. On aimerait savoir avec vous, avec du recul, qu'est-ce qui vous a décidé finalement à aller à cette rencontre, alors que vous étiez quand même au courant de tous les inachèvements, de toutes les impréparations. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai dit déjà. C'est qu'on a appelé qu'on avait beaucoup de handicaps, dans le fichier et la CENI. Mais on s'est dit que s'il y avait un effort qui était fait le jour du scrutin pour que celui-ci soit transparent, nous avions toutes les chances de l'emporter. Ouais. Il fallait y aller. D'abord parce qu'on a fait la campagne, on a sollicité le suffrage des Guinéens, je vous l'ai dit, j'ai fait les 33 préfectures, j'étais peut-être le seul à le faire. Et les gens s'étaient mobilisés pour montrer leur volonté vraiment de participer à ce scrutin. On n'a pas voulu leur priver de ce droit. Voilà, de ce droit-là. Et puis nous étions convaincus que si le jour du scrutin, un minimum de conditions de transparence étaient réunis, nous étions donc à mesure de l'emporter. Oui, mais à cette réunion, est-ce que tous les 7 candidats étaient d'accord sur la même ligne, étaient tous d'accord pour aller à cette élection? Est-ce qu'il n'y a pas eu de voix discordantes? Attendez, permettez-moi de rappeler qu'à un moment donné, on s'est retrouvés à mon bureau, les 7 candidats. On s'est mis d'accord de ne pas aller aux élections, sauf si le fichier était assaini. Sauf si les délégations spéciales étaient mise en place conformément aux dispositions de l'accord du 20 août. Bon, il y a l'un d'entre nous qui 3 jours après, a dit que lui, dans tous les cas, il va. Et les autres ont commencé à dire, si l'un va, nous aussi, on ne peut pas en ce moment boycotter. Et c'était qui? Écoutez, c'était Sidia Touré. Très bien. Parce que justement, c'est là où je voulais vous conduire, parce que on avait ces informations à notre possession. Est-ce que c'est finalement, on va dire qu'à partir de là que le verre est entré dans le fruit? Écoutez, non. Je pense que finalement, lorsqu'on a constaté qu'il y a l'un qui va, il y a 2 autres qui ont dit au cours de la réunion, si un seul va, moi j'irai. On a évalué les risques liés à la participation pour nous à ces élections. Et comme vous le savez, moi j'avais fait aussi la campagne, ma propre évaluation permettait de dire que si le jour du scrutin, il y avait un minimum de transparence et d'équité, vraiment moi j'avais la chance de l'emporter. Il fallait qu'on s'engage. On s'est engagé sur cette base. La direction de l'UFDG a décidé d'y aller. Voilà, Mohamed. Voilà, on va maintenant s'intéresser à l'ossature du nouveau gouvernement, version Mamadi Youla. On sait que le gouvernement a été formé, 15 ministres ont été débarqués, il y a eu des confirmations, mais aussi la venue de nouveaux ministres. Dites-nous, comment voyez-vous ce gouvernement? Est-ce que c'est un gouvernement qui est à même de répondre aux aspirations du peuple de Guinée, notamment en termes de croissance économique, mais aussi de progrès social? Je ne suis pas à même de vous le dire. Ça dépendra de la manière dont le gouvernement fonctionnera. Je ne connais pas les individualités, mais on me dit que c'est un gouvernement, pour ceux qui sont venus, ils appartiennent plus ou moins à un clan. Parce que vous savez, M. Alpha Condé dirige par les clans. On m'a parlé d'un clan qui tournerait autour du fils et du chef de cabinet, promis directeur de cabinet,
qui a placé donc son beau aux mines, qui a placé sa cousine aux finances, qui a placé un ami au budget, un autre ami à la santé. Et si c'est ce clan, je pense que c'est ce qui inquiète aussi le RPG, parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui les yeux commencent à se tourner vers 2020. Il semble qu'on prépare une succession, une modification de la Constitution, une dévolution monarchique du pouvoir. Il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de rumeurs. Ça reste dans le domaine des supputations. Oui, c'est des rumeurs pour l'instant. Mais ceux qui connaissent les liens familiaux et amicaux qui existent entre les uns et les autres pouvaient peut-être vérifier si c'est le ministre des Mines et le beau-frère du nouveau directeur de cabinet, ou si le ministre des Finances c'est sa cousine, ou celui du budget c'est son ami, ou celui de la santé c'est son ami. Bon, il y a toujours en tout cas un clan qui s'est formé encore au niveau qui gravite autour du président, qui a eu la possibilité donc de participer à la constitution de ce gouvernement, et à l'effet, dit-on, selon ces rumeurs-là, en tout cas de préparer 2020. Et ce qui ne serait pas étranger d'ailleurs aux frustrations qu'on a enregistrées au niveau du RPG. Donc, parce que, dit-on. Donc pour bien. vous. Non mais aujourd'hui c'est une réalité aussi, qu'à l'État, quand on sait on ne va pas passer à côté. Et il y a Soit petit. Et chantier prioritaire pour ce prochain gouvernement, pour ce gouvernement, je veux dire. Oui, non, j'ai dit qu'on ne peut pas juger le gouvernement sur la base des noms ou des diplômes. On attend de voir les actes qu'il va poser. Oui, mais à vous entendre, on a l'impression que ce gouvernement n'aura pas les coups des franches. Non, je ne pense pas, ce n'est pas dans la culture d'Alpha Condé de faire beaucoup de délégations, de laisser les ministres agir. C'est lui qui définit les politiques, c'est lui qui décide. Aujourd'hui, ce dont nous nous plaignons au niveau de la nouvelle gouvernance, tout est parti de la présidence, pas nécessairement des ministères qui ont appliqué parfois des consignes qui sont parties de la présidence et qui font aujourd'hui l'objet de beaucoup de critiques et qui risquent d'avoir un impact très sérieux sur le niveau de vie des Les grandes gueules. 111 prisonniers ont été graciés, notamment 171 prisonniers ont été graciés, notamment M. Bahouri qui est un membre imminent de votre parti. Comment appréciez-vous cet acte du président de la République, précisément vis-à-vis de M. Bahouri? Oui, je m'en félicite. Nous avons diffusé une déclaration au terme de laquelle nous nous sommes réjouis de la libération des prisonniers et du retour des exilés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment bien apprécié. On avait, au cours de notre dernier congrès, voté une résolution pour demander le retour des exilés et la libération des prisonniers. Mais je voulais revenir, vous avez parlé tout à l'heure de ce appétit là, vous me permettrez de revenir là-dessus. Oui, parce que l'absence de transparence dans la gestion de la gouvernance Alpha Condé doit être une source de préoccupation. Soit petit, on est allé lancer les travaux. Personne d'entre nous ne peut contester la nécessité de mettre en valeur notre potentiel hydraulique. Mais faisons-le dans la transparence. On a approuvé aucun accord de prêt, aucun accord de don au niveau de l'Assemblée nationale qui finance Soit petit. On voit le gouvernement se lever, allons inaugurer. On n'a pas le résultat d'une étude. On dit que ça coûte 1,5 milliard. Ce n'est pas normal. Un projet d'investissement public, il y a un cycle. On fait des études, on met en évidence la faisabilité technique, on fait la promotion du projet, on trouve le financement. Le financement trouvé se traduit par la conclusion d'un accord de prêt ou d'un accord de don. Cet accord de prêt et cet accord de don est présenté à l'Assemblée nationale, qui vote, qui valide. Le président ratifie. On sélectionne l'entreprise qui doit réaliser les travaux. On fait un appel d'offres. Même si le financement est conditionnel, c'est-à-dire que c'est le bailleur de fonds, c'est les entreprises ressortissantes de l'État qui a financé, qui doit exécuter le projet, parce que ça arrive, on fait un appel d'offres, on choisit parmi les entreprises éligibles celle qui est mieux à même de faire le travail. On a un délai d'exécution, on a un coût, on connaît l'origine du financement. Ici, un bon matin, on dit allons lancer les travaux. Personne n'était au courant comment l'entreprise a été trouvée, comment le financement a été trouvé. L'Assemblée nationale n'a rien approuvé, elle est en session. Parce que même s'il y a urgence, on peut apporter un accord de prêt. Encore que l'inauguration n'est pas une urgence absolue. Il faut d'abord informer le peuple de Guinée comment ce projet va être mis en œuvre. Comment il a été financé?
l'accord de prêt doit être approuvé, puisque de toute façon, c'est les contribuables guinéens qu'il faut rembourser le prêt. Je pense qu'il faut poser la question à Kassouri Fofana, parce que c'est un petit peu le chef de bataille en ce qui concerne ce studio. On se souvient bien de sa sortie dans ce studio, où il avait tenté d'expliquer comment est-ce que le gouvernement a levé les fonds. Vous m'invitez. Enfin, non, je ne sais pas dire que je suis Attendez, je vais dire une chose. Parce qu'il y a plusieurs formes de financement. Kassouri le sait, je le sais, on a travaillé ensemble au grand projet, on a fait la promotion de beaucoup de projets, y compris Garafiri. Et c'est nous-mêmes qui avions lancé à l'époque, commencé la promotion de Kaleta. À l'époque, parce que la rentabilité de Garafiri dépendait dans une large mesure de la réalisation de Kaleta. Bon, mais il y a 3 formes de financement. Les grandes gueules. Le financement peut être réalisé par un don d'un État généreux. Par exemple, la Chine dit je donne le financement. Mais même ça, il y a un accord de don. C'est un prêt concessionnel ou pas, c'est-à-dire à taux d'intérêt réduit ou zéro ou nul, là aussi, il y a un accord, il y a une négociation. Donc, et ça passe à l'Assemblée. Mais attendez, on peut demander un BOT, c'est-à-dire on fait une concession à une entreprise qui réalise le barrage et vend le produit, c'est-à-dire l'électricité à la société d'électricité, par exemple. Mais ça, la convention du BOT doit être soumise à l'Assemblée. Parce qu'il s'agit de faire une concession d'une partie du patrimoine à une entreprise privée pour un délai donné et qui s'engage après ce délai à restituer à l'État guinéen, justement, par exemple, le barrage. Même ça doit être soumis à l'Assemblée. Rien n'a été soumis. On ne peut pas trouver... Dans tel cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire quand on s'est loup? C'est la bonne question. Non, vu qu'on en est venu. Que peut faire l'Assemblée? Que peuvent faire nos institutions dans ce cas? L'Assemblée, le problème à l'Assemblée, c'est que le fonctionnement de l'Assemblée aussi laisse à désirer. Je suis député. Là aussi, il y a un clan. Si je vous dis que depuis que l'Assemblée a été mise en place, il n'y a eu aucun appel d'offres pour la fourniture des biens, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les meubles, que ce soit les différentes prestations, que ce soit les véhicules de députés. Tout, c'est des marchés de gré à gré. C'est grave pour l'Assemblée qui doit veiller à ce que le gouvernement respecte la loi. L'Assemblée se soustrait au respect des lois qu'elle a adoptées. Et même lorsqu'on a vu qu'il fallait soumettre le budget de l'Assemblée à la plénière pour que les députés sachent comment ça se passe, mais ils ont refusé. Là aussi, il y a un clan qui gère, qui octroie les marchés, qui encaisse, et même les députés de l'opposition n'ont jamais pu obtenir que le budget même de l'Assemblée soit examiné par la plénière. Donc là aussi, nous allons poser le problème à l'Assemblée. Et pourquoi on n'a pas eu aucun document pour la construction de ce barrage? Et vous le dites si bien, avec ce chiffre, 1552 milliards de francs octroyés à un petit clan. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Non, mais c'est des entreprises, il y a 4 entreprises. Pour 800 millions de dollars. C'est des marchés de gré à gré. 800 millions de dollars. 800 millions de dollars. Ils ont fait ça en dehors du budget de l'État. Quelles sont ces entreprises quand c'est lourd? Vous êtes sur le GG. Oui. Non, mais c'est important. Il faut que le peuple sache. Il y a Ebomaf qui fait la route Kissidougou-Kankan. Le kilomètre est facturé à 1 500 000 euros. Du jamais vu dans l'histoire des travaux publics. C'est 3 fois le prix réel. Mais ce marché est octroyé dans ces conditions, par un gré à gré, dans la plus grande opacité. C'est la même chose qu'Ankan Mandiana, avec une autre entreprise guinéenne, celle-là, parce que l'autre, elle est burkinabé. C'est la même chose. Kabele? Oui, Symphonie à Kabele. 6 millions d'euros le kilomètre. Nous, on a réalisé encore 5 symphonies à $1 million le kilomètre en autoroute. Là-bas, on a octroyé ça dans un marché de gré à gré avec des prix qui valent 3 fois le prix normal. Alors, lorsqu'ils ont fait ces marchés, ce qui est dramatique pour nous, c'est que ça a complètement déséquilibré le cadre macroéconomique. Vous le savez, il y a une explosion des dépenses. Il y a une dépréciation de la monnaie que vous avez suivie, parce que c'est tous ces marchés qui sont à l'origine de ça. Les réserves de change de la Banque centrale sont tombées à 1 mois d'importation contre 4 mois d'importation le 31 décembre 2014. Parce que ces marchés sont payés en devises. Mais en plus, on a obligé la Banque centrale à délivrer des garanties
à ces entreprises pour que celles-ci puissent emprunter dans les banques locales. Ça a failli mettre même notre système bancaire en difficulté. Alors que ça, c'est contraire à la mission de la Banque centrale. Elle n'a pas vocation à délivrer des garanties à des entreprises privées qui s'endettent. Le fonds est arrivé lorsqu'ils se sont rendus compte de l'existence de ces marchés, avec des prix unitaires qui n'ont rien à voir avec la réalité économique, avec des surfacturations insoutenables. Ils ont demandé au gouvernement de trouver des ressources pour compenser ces dépenses indues qui n'étaient pas budgétisées. Et c'est dans ce cadre qu'on assiste à l'augmentation des impôts et taxes. La TVA augmente de 20%. Elle est appliquée désormais aux produits de première nécessité, la farine, l'huile. Ces produits qui étaient exonérés. Et aujourd'hui, on demande aux consommateurs de payer la facture de la mauvaise gouvernance. Avec des lignes budgétaires qui ont parfois été déplacées au niveau de la Banque centrale. Ils ont demandé d'arrêter, de mettre fin à ces garanties et vous allez voir que beaucoup de chantiers vont être suspendus parce qu'ils ont fait des marchés, il n'y avait pas de ressources. Ils ont fait des marchés, il n'y a pas de ressources. Et aujourd'hui, ça fait un endettement au niveau de la Banque centrale de 1800 milliards. 1800 milliards d'endettement. Et les conséquences, c'est la dépréciation de la monnaie, la chute des réserves d'échange et l'explosion des dépenses. Il y a un capitaine, non, parce que quand on prend le cas de FMI, est-ce que... tout de même, justement, parlant du FMI, parce qu'on a lu les conclusions de la mission qui s'est rendue dans notre pays en fin décembre. Et cette mission qui a tout de même prédit des perspectives heureuses pour la Guinée, en tout cas en 2016. Et au terme de la mission également, il faut le noter, et il y aura un décaissement en faveur de notre pays de l'ordre de un peu plus de 26 millions de dollars américains au mois de mars. Est-ce que tout cela ne dénote pas d'une bonne marche de l'économie? Écoutez, d'abord, la revue du fonds élargi de crédit qui devait prendre fin le 31 décembre, ils ont été obligés de faire une prolongation jusqu'au 30 juin pour permettre au gouvernement de mettre en œuvre ces mesures-là. Et parce que même les aides budgétaires de 40 millions de dollars de la Banque mondiale, de 25 millions de l'unité européenne qui devaient tomber en 2015, ont été reportées jusqu'à ce que le gouvernement mette en œuvre ces mesures de correction que je viens de vous annoncer. Augmenter les taxes, désendetter l'État au niveau de la Banque centrale en raison de 170 milliards par mois. C'est au vu de ces résultats que maintenant, naturellement, le dossier peut passer au conseil d'administration et qui pourrait favoriser naturellement cette croissance de 4%. Mais je vous dis encore une fois, la croissance de 4% n'est pas un exploit pour la Guinée. C'est le taux auquel l'économie guinéenne a cru, même après 2000. Les grandes gueules. Ce n'est pas une performance. De 1990 à 2000, on a fait un taux de croissance de 5% en moyenne annuelle. Entre 2000 et jusqu'en 2009, jusqu'en 2008 au coup d'État, c'était aux environs de 4%. C'est l'année de la transition, en 2010, qu'il y a eu une chute et puis un déficit budgétaire énorme en raison justement de ces marchés de gré à gré et de la qualité de la gouvernance qui prévalait pendant cette période de transition. Si bien que le déficit était passé à plus de 20%, et lorsque M. Alpha Condé est arrivé en 2011, on a dit qu'on a ramené à 14%. C'est vrai, ça paraissait être un exploit de ramener de 24 à 14, mais l'année de référence n'était pas bonne, c'est 2010. L'année d'élection, l'année de toutes les magouilles. Mais si vous venez en 2009 et en 2008, vous retrouvez qu'il y a des variables macroéconomiques beaucoup plus donc on assiste à une dégradation de la situation économique guinéenne. Il y a une dégradation. Vous savez que parce qu'on a tout en tendance aussi à attribuer à Ebola. Et je vous l'ai dit ici. Avant Ebola 2013, le taux de croissance de la Guinée, c'était 2,3%. Lorsque la Côte d'Ivoire faisait 9%, la Sierra Leone, 15%. Le Libéria, 7% à côté. Aujourd'hui, la Guinée est pratiquement parmi les tout derniers pays en matière de développement humain. Vous avez bien voulu diffuser d'ailleurs mon adresse. On va décortiquer un peu plus tard. Mais d'abord, on ne peut pas survoler ça. On parle de grâce, 171 prisonniers. Voilà, 170. Non, voilà. Je me suis réjoui et nous n'avons pas manqué de diffuser une déclaration pour
exprimer notre satisfaction face à la libération des prisonniers et le retour des exilés. Même si nous avons déploré que cette grâce ne se soit pas appliquée à l'ensemble des hommes et des femmes qui étaient impliqués dans cette fameuse affaire du 19 juillet. Alors, non mais de ce côté aussi, beaucoup de dissensions, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux UFDG. L'UFDG de Bahouri et l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Depuis la grâce présidentielle accordée à M. Bahouri, on a vu que l'homme parfois déroule le tapis rouge au président Alpha Condé. Comment on accueille tout ça au sein de l'UFDG? On a peur que ce soit en contrepartie de cette grâce, c'est-à-dire un mandat qui soit donné à M. Bahouri pour déstabiliser Cellou ou l'UFDG. Bon, parce que depuis effectivement cette rencontre qui a donné lieu à cette grâce, on sent que les discours ont changé. Le discours du vice-président a changé, est devenu encore plus... Est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis, Bahouri depuis qu'il a bénéficié de cette grâce? Oui, je l'ai appelé pour l'en féliciter. Je lui ai laissé un message. Est-ce que vous l'avez fait? Vous n'avez pas rappelé. Vous n'avez pas échangé. Bon, ils n'ont pas échangé. Donc, on va essayer de vous avec d'autres sujets, évidemment. Oui, on vient. Allez-y, Mohamed Mara. Bon, écoutez, l'autre volet, parce que le paysage politique au sortir quand même de cette élection est en train de se recomposer. Aujourd'hui, le sujet qui fait débat, c'est la nomination au poste de haut représentant. Justement, du chef de l'État, accordé aujourd'hui à M. Sidya Touré. De l'autre côté, c'est votre parti aujourd'hui qui semble réclamer les états généraux de l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Écoutez, par rapport à la nomination de M. Sidya Touré comme haut représentant du chef de l'État, et le mot haut? Non, enfin, c'est pour peut-être rendre... mettre un peu de l'humour? Non, pas de l'humour, au contraire. Les grandes gueules. Il a souligné le mot ro comme s'il avait une explication à donner. Est-ce que tu as vu la ligne là sur... Non, dans la prononciation. Non, je n'ai pas de commentaire à faire. Hein. Je ne connais pas la nature du pacte qui lie M. Sidya Touré et M. Alpha Condé. Je note qu'il y a eu un changement. Vous l'avez appelé pour le féliciter aussi, Sidya Touré? Je dois avouer que non. Ok. Oui. Vous ne l'avez pas eu au téléphone depuis cette fameuse rencontre avec le président Condé? Non, je ne pense pas. Non, mais qu'est-ce que ça représente, voilà? Non, dans le quotidien de l'opposition. Non, ça ne va pas changer. Vous savez, la perte d'une molaire ne terrasse pas l'éléphant. L'opposition reste forte. L'opposition exprime les sentiments du peuple de Guinée par rapport à la gouvernance actuelle. Je pense que ce n'est pas une question d'état-major. L'opposition, c'est soit on est pour ou on est contre les pratiques du pouvoir. Nous avons vu pendant les 5 ans comment M. Alpha Condé a géré le pays. La démocratie a reculé. Le pays a reculé en termes de démocratie, en termes de droits humains, en termes d'amélioration des conditions de vie, en termes de justice, en termes de sécurité. Nous avons vu toutes ces magouilles-là qui vont être... Comment définissez-vous la politique aujourd'hui en Guinée, Kotoselo? Comment définissez-vous la politique aujourd'hui? Parce qu'on voit un petit peu que, évidemment, ça se redessine un petit peu. 2020, c'est demain. Aujourd'hui, Sidya, il est avec la mouvance présidentielle. D'autres, peut-être, vont venir avec vous. Voilà. Comment vous définissez la politique aujourd'hui chez nous? Non, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes de conviction, qui se basent pour le triomphe d'un certain nombre de valeurs, qui ne sont pas là à définir leur position par rapport à des intérêts, par rapport à des positions dans le gouvernement, par rapport à des espèces sonnantes et trébuchantes. J'ai parlé des faux compagnons de route. Il y en a qui sont partis, vous avez reçu ici des gens qui étaient partis de l'UFDG, qui ont estimé que la route a été longue pour l'opposition, et bien nous on s'en va soutenir la politique d'Alpha Condé. Bon, nous on soutient les bonnes actions, les bonnes pratiques, le respect de la loi. Vous mettez un peu de cœur dans vos déclarations quand vous parlez de faux compagnons. Vous parlez de qui exactement? De faux alliés. Non, mais écoutez, ceux qui étaient, vous le savez, je ne nomme personne. Ceux qui se sentent morveux se mouchent, moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez-y. Alors, la question de Mohamed Mara vaut tout son pesant d'or. Monsieur Sidya Touré n'a pas qu'été fait au représentant du chef de l'État, ça c'est une chose, mais il a officiellement dit que l'UFR rejoignait, quittait l'opposition. Donc, quelles sont les répercussions, notamment au sein de l'Assemblée nationale, où il est président du groupe parlementaire des Républicains? Est-ce que ça n'accroît pas votre isolement? Qu'est-ce que vous appelez? On est isolé par rapport, je crois, moi je dis je suis isolé. Si je dois être isolé, c'est par rapport au peuple.
je pense que je traduis aujourd'hui la frustration de notre peuple. J'essaye de dénoncer toutes les dérives dictatoriales. C'est ma mission d'opposant et je reste dans l'opposition. Si M. Alpha Condé pose des bons actes, je ne manquerai pas de les apprécier. Pour l'instant, je note que sur tous les plans, notre pays ne fait que reculer. Et je suis donc dans l'opposition et je m'inscris dans l'opposition pour dénoncer. Ouais. Allez, on va revenir là-dessus, parce qu'il parle de l'opposition. On dit que vous êtes le chef de file de l'opposition, seulement que quand on vous invite, par exemple, à des cérémonies, vous ne venez jamais. Non, il faut que je sois installé aussi comme chef de loi. La loi dit que c'est le parti qui a le plus grand nombre de sièges au niveau de... Mais il y a une procédure à faire, une formalité, qui n'a pas été encore faite. Il faut qu'on dise, qu'on reconnaisse, bon, c'est l'UFDG qui est là, et donc par conséquent, c'est Cellou Dalein qui est le chef de file de l'opposition. Et la loi a prévu beaucoup de choses. On essaie ensemble de voir comment ce qui est prévu par la loi peut être justement mis en place. Une question non répondue par rapport aux États généraux, finalement, de la nécessité de ces États généraux, parce que c'est quand même Dr Fodéou Fofana qui a soulevé la question. Lorsque la transhumance sera terminée, puisqu'il fallait attendre aussi la nomination du gouvernement, je pense que d'autres qui semblaient s'approcher pour des intérêts bien connus du gouvernement, peut-être qu'ils vont se réclamer encore de l'opposition. On va attendre la fin de la recomposition et puis on va inviter tous ceux qui se réclament de l'opposition pour qu'on se retrouve et qu'on décide de la manière de conduire le combat. En toute honnêteté, moi je reviens sur la nomination de Sidya Touré et son départ de l'opposition. En toute honnêteté, M. Cellou Dalein Diallo, est-ce que vous avez, tout au long du cheminement que vous avez eu avec l'homme, est-ce que vous avez senti cela venir? Écoutez, je ne m'imposais pas de parler que de Sidya ici. On a eu. Vous en parlez beaucoup. C'était un allié important. C'était un allié de taille. C'était un épouvantail au sein de l'opposition. Oui, il a fait ce choix. Il a décidé de rejoindre Alpha Condé. Est-ce que vous avez senti venir ça? Voilà. Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs? Je crois que au cours de cette émission, M. Sidya Touré avait annoncé en cas de deuxième tour, en tout cas, il ne referait pas la même erreur qu'en 2010, c'est-à-dire qu'il ne me soutiendrait pas. Donc, depuis un certain moment, on a senti que, en tout cas, il n'était pas dans la disposition de soutenir l'UFDG et son candidat en cas de deuxième tour. Comment expliquez-vous cela? Je ne sais pas, je n'ai pas pu l'expliquer, parce que moi, pour les législatives, j'ai fait le maximum pour soutenir. On a noué une alliance. Malheureusement, il n'a même pas reconnu cette alliance. Je me suis désisté dans des zones où j'étais très très fort, comme à Boké, à Dubreka, même à Matoto, à Koya, pour soutenir M. Sidya Touré. Je suis allé battre campagne pour son candidat nominal, à Boké en particulier, où nous étions menacés, où la candidature Bobo, qui était le candidat du RPG, menaçait naturellement notre candidat. Je suis allé, j'ai passé 3 jours là-bas à faire la campagne pour son candidat à Dubreka. Bon. Voilà. Et là, c'est Cellou Dalein Diallo, notre invité ce matin chez les GG. On va essayer de partir avec d'autres questions, mon cher, d'autres rubriques. Absolument. Le message clé du discours de vœux de Nouvel An. C'est la mobilisation pour continuer la lutte. Au niveau de l'opposition, nous nous battons pour les valeurs. Nous voulons que notre pays soit une démocratie. Nous voulons que notre pays soit un pays où il est bon vivre pour chaque Guinéen, quelle que soit son appartenance politique, ethnique, ou quelle que soit sa confession religieuse. Nous voulons que cette république-là soit une véritable république où les lois sont respectées et la sécurité assurée. Est-ce que selon tout ce qui se passe, selon le nouveau paysage politique qui se dessine, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'opposition se trouve en zone de turbulence? Non, pas du tout. Non, vous restez toujours fort? Nous restons forts au niveau de l'UFDG. J'ai eu le plaisir de constater que tous les militants sont remobilisés. Ils sont bien sûr frustrés. Cette frustration a contribué à galvaniser leurs efforts. Même quand les alliés ont pris la débandade, parfois? Non, bon, enfin, oui, si vous appelez ça débandade, oui. Mais le problème, je pense que pour l'UFDG, c'est un parti qui compte sur la base, la masse. Ces gens sont déterminés aujourd'hui. Ils ont tous renouvelé leur confiance, leur engagement et leur détermination à continuer la lutte. Le risque d'une fatigue, d'une lassitude n'est pas finalement à l'horizon, à envisager, à craindre au sein de l'UFDG? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, depuis que je suis rentré là, même de Dakar,
Mais il faut voir, hier j'étais avec la fédération, toutes les sections de Dubreka, la fédération, les comités de base sont venus me souhaiter la bonne année à la maison. Je sens qu'il y a une volonté ferme, vraiment, de tous les militants à continuer le combat. Le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté figure désormais dans le nouvel attelage gouvernemental. Est-ce que c'est une farce pour vous ou cela témoigne de la volonté du président de la République de rassembler les Guinéens? Je ne peux rien vous dire, je n'en connais pas le contenu. Je ne sais pas le contenu. C'est une appellation nouvelle. Quel est le contenu? La dénomination en dit long, l'unité nationale et la citoyenneté. Avec à la tête un ministre plus ou moins apprécié. Les grandes gueules. Quelle va être sa mission? Quel est le contenu du ministère? Quelles sont ses prérogatives et ses compétences? De quels moyens il va disposer? Je ne sais pas. Bien, allez, on va évoluer évidemment. On parle toujours de cette opposition à partir de la réorganisation. Comment allez-vous prendre maintenant? Et là, c'est lourd parce que j'ai l'impression aujourd'hui que c'est seulement l'UFDG qui existe dans l'opposition. C'est l'impression que j'ai. On n'entend plus le porte-parole de l'opposition depuis un bon moment. Comment allez-vous réorganiser cette opposition? Puisque vous êtes à la tête du parti le plus fort. Il y a quand même Aboubakar Sylla, je l'ai vu il y a quelques jours, il est dans l'opposition. Toujours fidèle. Oui, toujours fidèle. Il souhaite qu'on se retrouve d'ailleurs. On a dit d'attendre une semaine que ça se clarifie un peu, et puis pour qu'on puisse lancer un appel à ceux qui se réclament de l'opposition pour qu'on se retrouve. Lansana Kouyaté me confirme qu'il est dans l'opposition. Faya Milimono était avec moi hier. Mais pour Kouyaté, encore, voilà. La dernière fois, oui, il n'a pas manqué de laisser entrevoir une possibilité d'ouverture au cas où le pouvoir en place lui tendait la main. Et l'autre allié, l'autre allié de la dernière minute, je veux parler du groupe, Elhaj Papakoli Kourman, qui, avant l'échéance présidentielle, semblait être de plus en plus proche de vous. Aujourd'hui, quelle est sa position selon vous? Je ne connais pas sa position. Papakoli, on n'a pas parlé, mais Papakoli était... Il vous a invité. Est-ce qu'il va quitter la mouvance pour l'opposition? Lui, la question se pose. Pour les autres dont vous avez parlé, savoir est-ce qu'ils se maintiennent au niveau de l'opposition ou ils rejoignent la mouvance. Je ne sais pas, après la répartition des choses... Et Dadis Camara? Dadis, son parti est dans l'opposition, il est dans l'opposition. Voilà. Alors pour revenir à cette réorganisation, c'est vrai que Mohamed Mara posait la question sur les états généraux de l'opposition, une idée qui est partie d'ailleurs de votre camp, de votre parti politique, via votre vice-président, Dr Fodé Oussouf Fofana. Et alors, est-ce qu'il faut forcément passer par cette étape-là de décantation, aller vers ces états généraux, ou comment vous comptez justement réorganiser l'opposition pour mener les futurs combats? Et pour peut-être la deuxième question, on sait que l'accord du 20 août n'a pas été totalement appliqué dans son intégralité. Quelles vont être les nouvelles revendications? Rien n'a été appliqué. Quelles vont être les revendications à court terme auxquelles vous allez vous attaquer? Il faut d'abord défendre le pouvoir d'achat des Guinéens. Je pense que c'est extrêmement important parce que ce pouvoir d'achat-là est menacé, je viens de vous le dire. Il faut naturellement, sur le plan des élections, naturellement, il y a le fichier qui constitue un handicap sérieux pour toute élection qu'on veut transparente. Il y a la CENI, bien entendu, pour parler d'élections. Il y a cette neutralité de l'administration. Il y a les élections communales parce que, encore une fois, nous n'avons touché que 128 communes sur 342. Et toutes les autres collectivités sont aujourd'hui dirigées par le RPG. Tous les quartiers sont dirigés par le RPG, les quartiers de Conakry. Vous savez que tous ceux qui, partout dans tous les quartiers où Alpha Condé avait perdu aux élections législatives, tous les chefs de quartier avaient été remplacés par M. Sorel, le gouverneur de Conakry. Au mois de mars, vous y croyez? Non, bon, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement pense, puisqu'il n'y a aucun dialogue entre... La CENI parle maintenant de juin, d'avant juin. Allez-y. Oui, bon, écoutez, l'essentiel est qu'on se mette d'accord sur un calendrier et surtout sur les conditions à réunir pour que ces élections soient transparentes, pour que les suffrages des Guinéens soient respectés. In fine. Alors, Monsieur le Président, depuis 2010... Ensuite, après, on a vu les législatives. Les grandes gueules. Les recommandations sont revenues de la part des observateurs du processus électoral, des institutions comme l'Union européenne et tous ceux qui ont accompagné la Guinée. Les recommandations, un des points avait consacré la recomposition, ou si vous voulez, la refabrication de la CENI. Qu'on ait une CENI qui soit plutôt technique.
jusque-là, on semble voir une opposition qui dort paisiblement. On se demande, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous voulez encore attendre qu'il soit trop tard pour demander cette recomposition-là? Écoutez, d'abord, si vous pensez que l'opposition dort par rapport à la restructuration de la CENI, vous vous trompez. Nous avons déjà élaboré un projet de loi pour la mise en place d'une nouvelle CENI, mixte, technique et un peu politique. Ce projet de loi a été déposé sur le bureau du président de l'Assemblée nationale, bien avant les élections présidentielles, parce que nous voulions aller à cette élection importante avec une CENI recomposée qui puisse inspirer confiance. Et malheureusement, la mouvance a bloqué ce projet. Nous avions élaboré également en même temps un projet de loi sur le code électoral. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences entre le code électoral, la constitution et le code des collectivités. Ça aussi, ça a été bloqué. Et les gens pensent qu'on ne fait rien. On a fait. Mais on est bloqué chaque fois. Au lieu d'ouvrir un débat à l'Assemblée, parce que l'Assemblée fonctionne mal, c'est pas, vous le savez, ils disent non, passons au vote. Puisqu'ils ont une majorité absolue, ils votent et ils disent non, on n'examine pas. Ou parfois, le président de l'Assemblée refuse de l'inscrire à l'ordre du jour. Donc nous allons relancer ce projet de restructuration de la CENI et de l'élaboration d'un code de collectivité et puis d'un code électoral pour les rendre cohérents avec la Constitution de 2010. Et si vous étiez à nouveau bloqué, quelle est l'issue qui va s'offrir à vous? Comment vous y prendre alors? Alors, vu que tout doit passer par l'Assemblée nationale, vous n'y êtes pas majoritaire, il y a quelle chance justement que l'on parvienne à une CENI qui corresponde aux véritables problèmes guinéens? Oui, ça dépend. Vous savez, c'est ça le problème de la Guinée. C'est que M. Alpha Condé et son gouvernement ne veulent pas créer les conditions d'une élection transparente. Vous voyez? Donc, nous avons le combat que l'opposition doit mener sur le fichier. On a demandé, on audit, ils ont dit non. On a demandé d'assainir, on a dit oui. Après, à l'exécution, on a dit non, on n'a pas le temps. Donc voilà, pourquoi le pays tourne à rond et le pays n'avance pas sur le plan de la démocratie et sur le plan du développement. Vous avez des clans partout qui sont là en train de défendre les intérêts du pouvoir établi et il n'y a pas de progrès. Nous ne progressons pas. Alors, on va s'intéresser un petit peu à la crise au sein de RPG Arc-en-Ciel. Hier, vous l'avez évoqué forcément, avant-hier, du côté de l'UFDG. Quelle lecture faites-vous de cette crise aujourd'hui du côté de RPG Arc-en-Ciel? Je vous ai dit qu'il y a les clans. Très souvent, on a l'impression que c'est le RPG qui gère tout. Ce n'est pas toujours le RPG. C'est Alpha et des clans qui sont autour de lui. Il y a le petit clan politique qui vient de s'installer, qui met en place un gouvernement à l'insu du RPG. Et parfois contre le RPG, dit-on. C'est Alpha Condé. Et crée ça. Et comme il y a un lien que les gens établissent par rapport à 2020, les gens protestent parce qu'on ne sait pas où il veut mener le pays. Est-ce qu'il veut changer, dit-on, la Constitution? Il y a toutes ces rumeurs dont on a parlé tout à l'heure. Il y a ces clans et le RPG aussi, puisque parmi eux, je l'ai dit, j'ai toujours dit qu'il y a des démocrates parmi le RPG. C'est un grand parti qui s'est battu pour des valeurs pendant longtemps. Mais aujourd'hui, le pouvoir échappe un peu au RPG. Il est dans les mains d'un petit clan. Au plan économique, il y a une mafia qui s'est faite là, qui ramasse les marchés. Pour les 800 millions de dollars dont on a parlé, ce n'est pas nécessairement que ce soit allé dans les poches des RPG. Hein. Oui, mais c'est de l'argent qui est sorti du trésor public. Attends. Les nominations qui ont été faites par le clan qui gravite autour du fils, le Premier ministre, certains ministres, tous ces liens-là n'étaient pas établis. C'est avec la rumeur qu'on essaye de s'interroger. Peut-être qu'au niveau du RPG, les gens sentent aussi qu'il y a péril en la demeure et ils veulent réagir. Moi, c'est une affaire interne au RPG, mais j'imagine je me dis que le pays a besoin à ce que partout, au-delà des partis politiques, qu'on puisse quand même se mettre d'accord pour défendre l'essentiel. Ce que nous partageons. Je pense que nous voulons un pays en paix, un pays démocratique,
respectueux des droits humains. Et dans ce cas, on peut trouver, il y a des patriotes, il y a des démocrates partout, dans tous les partis. Il faut qu'on puisse démolir ces préjugés, ces cloisonnements, être d'abord unis autour de certaines valeurs. Moi, je pense qu'avec le RPG, on peut avoir beaucoup de choses qu'on peut partager. Il y a les divergences dans la lutte du pouvoir. Mais on doit œuvrer pour l'unité de ces pays, pour que les partis politiques soient un peu du Sanakuya, qu'on sorte de la haine et de la violence. Alpha veut gouverner par la force et par la violence. Tout le temps. Regardez ce qui est arrivé à Kintignan, s'il vous plaît. Regardez ce qui est arrivé à Kintignan. C'est la violence. On ne peut pas envoyer l'armée. Il faut envoyer des négociateurs, sociétés civiles, imams. Il faut faire déguerpir les gens s'il y a lieu avec leur consentement, pas par la force. Ils sont là depuis des siècles. Si ils veulent se séparer de leur mosquée, de leur cimetière, où leurs ancêtres sont enterrés pour que des bulles viennent détruire tout ça, il faut les sensibiliser. On ne peut pas envoyer l'armée. Par consensus, et là c'est le Delan Diallo. Parce que ce que vous évoquez ce matin, c'est par consensus. Et là, où est la place de l'État, monsieur le Président? Non, attendez, un État. S'il vous plaît, non. Alors là, attendez, un État responsable doit veiller au respect du droit des citoyens. Dans le code foncier, il est dit que l'État peut exproprier un citoyen moyennant une juste indemnisation. Mais avec son consentement, il faut obtenir le consentement par la négociation, par la sensibilisation. Vous ne pouvez pas, dès qu'il y a une petite résistance, envoyer l'armée. Ils l'ont obtenu. Bien, monsieur le Président. Allez. Si, il y a eu un protocole d'accord qui avait été signé entre, je crois que c'est la SAG et les populations de Kintinia, qui avaient signé cet accord-là. Elles étaient d'accord. Mais au moment d'exécuter les éléments de l'accord, la population ne l'a pas entendu de bonne oreille. Attendez, il y a la crédibilité. Attendez, il y a la crédibilité. Même si on rencontre des difficultés dans l'application d'un accord avec la population, dont on doit reconnaître le droit sur ce sol-là, il faut encore faire recours d'abord à la négociation. Certainement que ceux qui ont négocié, qui peut-être ont reçu l'argent, puisqu'il y a la corruption partout, n'avaient pas la crédibilité pour faire accepter les engagements qu'ils ont pris au nom de ces populations. En ce moment, il y a d'autres recours. Il faut essayer de s'assurer que les gens avaient le mandat. Parce que si vous envoyez le sous-préfet ou le président de la CRD converti comme ça, le maire de la commune rurale nommé par le RPG, et ils vont toucher de l'argent, signer au nom de la population. À l'application, les populations n'ont pas compris. Ils s'opposent. Il faut aller négocier, sensibiliser, calmer. La violence ne peut pas être... L'autorité de l'État, ce n'est pas la violence. C'est aussi d'abord la crédibilité. Parce qu'il y a une rupture de confiance entre les citoyens et le gouvernement. Une démocratie participative. Si vous voulez, participative, l'État, l'autorité de l'État, oui. Oui, là, c'est la gauche, là. Lamine a tout à fait raison, parce que l'État, ce n'est pas non plus des salamalek. Il faut restaurer quand même l'autorité de l'État. Vous êtes en train de débaucher des solutions. Oui, mais si jamais là, c'est lourd. Les grandes gueules. Kaporouraï, même si ce n'était pas, disons, le cas classique qu'on connaît aujourd'hui à Kintinia, mais l'État, par exemple, à cette époque-là, et là, comment ça s'est passé? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on comprenne le cas de Kaporouraï, comment ces populations-là se sont retrouvées à la rue, mais de manière violente aussi. C'est la violence de l'État. Je n'étais pas un certain nombre de membres du gouvernement, dont M. Kassori Fofana et moi-même, nous n'étions pas d'accord avec la méthode. Je dois ici rendre à César ce qui est à César. C'est Kassori qui est allé convaincre le gouvernement de faire arrêter ces destructions massives de Kaporouraï à l'époque. C'est vrai que c'était fait au nom de l'État. Nous étions membres du gouvernement, mais il y avait un certain nombre d'entre nous qui avons œuvré pour que ça s'arrête et qu'il fallait d'abord passer par... Parce que l'État était où lorsque les gens construisaient? L'État était où? S'il fait que c'est sa propriété, lorsque les gens commencent à construire, il doit être là, dire non, tu ne peux pas. Mais on construit, on habite là 5 ans, 10 ans, après l'État dit d'ici c'est nous, c'est une zone réservée. C'est pas juste. L'État doit veiller à l'intégrité de ses propriétés. Tu ne peux pas, les gens n'ont pas toujours l'information. Ici, la gestion de la terre, à un moment donné, c'était transféré au PRL.
dans les communes. Lorsque tu vois quelqu'un de la commune, vous négociez, il te vend, il t'attribue un terrain, tu viens, tu construis. L'État ne proteste pas, personne ne proteste. Tu habites là 10 ans avec ses enfants, tu viens le lendemain, tu viens avec le bulle, détruire ses biens, sans négocier, sans indemniser. L'État n'a pas raison. Donc, L'État ne peut pas avoir raison. L'autorité de l'État, pardon, selon vous, ça se négocie? Non, ce n'est pas l'autorité de l'État. L'autorité de l'État doit s'affirmer au bon moment. Si l'État réserve une zone, l'État doit veiller sur la zone. Lorsqu'on vient construire une maison là, parce qu'on a reçu un papier de la part d'un fonctionnaire indélicat de l'urbanisme ou de la commune, l'État doit veiller à ce que c'est. Si l'État attend 10 ans que vous finissez votre construction, vous déménagez, vous êtes là, et il y a une école qui est construite à côté, vous venez dire non, déguerpissez, vous venez avec le bill, non? Bien. Peut-être un mot avant d'aller à la pause sur le passif de la dernière élection présidentielle. Il y a eu, vous avez rappelé le cas de vos militants qui ont été violentés à Banankoro. Il y a aussi le cas des militants de Koundara, ceux de Boké, où certains ont été emprisonnés. Quelle suite comptez-vous donner à ce passif politique? Écoutez, jusqu'à présent, toutes nos démarches ont été vaines. Les 35 militants responsables de l'UFDG de Koundara sont toujours détenus à Boké. Alors que, parce que c'est le 2 poids 2 mesures aussi frustrant. Alors qu'à Banankoro, les militants du RPG ont fait les dégâts que j'ai rappelés tout à l'heure. 11 concessions incendiées, 100 motos, plus de 100 motos et 3 voitures calcinées. Aucun n'est arrêté. C'est encore les militants du RPG. Et c'est encore les militants de l'UFDG qui sont arrêtés. Parce qu'on a dit qu'on ne veut pas un autre parti que le RPG à Banankoro. J'étais encore hier avec Sékou Mara, notre fédéral là-bas. Sa maison, il n'a plus de maison. Sa maison a été détruite. Il est là. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté définitivement Banankoro parce que leurs maisons ont été incendiées. Voilà, on va revenir dans un instant. Évidemment, continuez à réagir avec surtout la question des auditeurs. Dans un instant, on revient avec vos questions. Continuez à réagir. GG au 8037, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, on va essayer de remonter ça. C'est le Dalin Diallo avec nous jusqu'à 11h30 sur Radio Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.